Alors bonjour à tous, donc moi je suis un peu comme Jean, je suis aussi un universitaire, alors je sais pas si je saurais mieux parler que Jean au nom universitaire. Alors en fait je vais vous parler de sécurité, mais j'ai pas tout à fait la même interprétation du mot sécurité que celle qui va présider dans les autres présentations d'aujourd'hui, même si il y a des points de contact, c'est-à-dire que vous allez observer qu'il y a des cas de figure où ça s'en rapproche. Moi je vais vous parler modèle checking, donc plutôt fiabilité, et ça sera l'essentiel de mon discours. En gros, ce qui m'intéresse, moi, c'est la fiabilité du logiciel. On a beau savoir que les bugs, c'est finalement une venue d'économie, puisqu'on vend de la maintenance, sans se poser d'ailleurs du coût, du ratio entre le coût de ce que rapporte la maintenance et de ce que coûtent les bugs. Il y a des chiffres qui ont circulé certaines années qui sont parfois assez effarants sur ce qu'on appelle les dégâts collatéraux liés justement aux problèmes de bugs. Et puis il y a quand même des domaines où on sent que même si on vend de la maintenance, ça ne va pas le faire. Je sais pas, dans un avion, on n'est pas très content. Dans un satellite, on peut être moyennement content. Vous savez qu'on est très emmerdé là parce qu'il y a Rosetta qui a rebondi uniquement parce qu'à un moment, il y a une espèce d'harpon qui n'a pas accroché le sol. Comme la sonde, elle pèse 100 kg au sol, mais elle fait 1 gramme sur Chumi, je ne connais pas son nom long, enfin, je n'arrive pas à le retenir. Et ben en fait, elle a rebondi, elle a juste fait 1,5 km, elle a rebondi, elle a fait 1 km, et du coup, elle est dans l'ombre, on est emmerdé parce que les panneaux solaires ne sont pas éclairés, et que par conséquent, du coup, elle ne se recharge pas. Donc, ça coûte quand même relativement cher, même si le reste de la mission est un succès. Non, c'est pas un bug logiciel, mais par contre, sur Mars, sur un rover de Mars, il y a eu un bug logiciel qui était un interblocage sur les 4 roues. Alors, ils ont pu patcher, hein, pas de problème. Sauf que patcher un logiciel sur Mars, c'est 3 semaines de travail avec une bande passante minable, un relais avec le truc qui est en l'air, et puis faut pas se louper. Donc en général, on fait d'abord des essais au sol, parce qu'effectivement, repatch et re-repatch, puis il faut que la machine est rebootée, enfin bon, c'est quand même extrêmement compliqué, on a une situation qui ne sont pas très confortable. Dans un TGV ou dans des transports en général, on peut être gêné. Vous savez que sur les TGV maintenant, ils vont trop vite pour voir les signaux. Donc toute la signalétique s'affiche dans le cockpit du conducteur. Donc c'est entièrement informatisé. Donc ce serait quand même bien qu'à un moment donné, les feux rouges, ils s'affichent bien. Enfin, il y a des petites propriétés sympathiques. Et puis jusque dans les voitures, vous avez l'habitude de conduire votre voiture. Maintenant, on verra, j'ai vu un chiffre assez effarant où il y a des centaines de... Il y a pas loin de 100 millions de lignes de code dans une voiture, entre guillemets, normale. Sans aller chercher sur les hauts de gamme de chez les Allemands qui sont effectivement les leaders. C'est à un tel point que maintenant, c'est plus connecté à des fils, on a économisé les kilomètres de fils, vous avez un vrai réseau, et il y a même un standard qui est mi-middleware, mi-standard de communication, qui s'appelle AutoSA, qui est évidemment complètement promu par l'industrie automobile allemande, c'est eux qui ont lancé ce truc-là, et ça veut dire qu'on ne construit pas de logiciel n'importe comment. Je vais donner une petite anecdote, j'aime bien aussi les anecdotes. Au printemps 2005, il y a un grand ponte de l'aéronautique qui a émis des inquiétudes en disant si on garde les critères actuels de construction des avions et qu'on regarde juste l'augmentation du trafic, les critères à l'heure actuelle, c'est qu'on a 0,15 morts pour 100 millions de passagers kilomètres parcourus. Donc c'est largement moins dangereux de prendre l'avion que de traverser la route. Eh bien, on aura le journal de 20 heures qui va ouvrir toutes les semaines, au moins une fois par semaine, sur un crash majeur, avec des morts. Et puis les gens ont dit, ah bah oui, ah bon, bah, très bien. Et puis ils sont partis en vacances. Et l'été 2005, au mois d'août, il y a 4 crashs avec des morts, dont 2 crashs avec plus de 100 morts. Et à chaque fois, c'est des avions de ligne. Et là, effectivement, il y a un certain nombre de gens qui ont commencé à réfléchir. Alors je ne sais pas si c'est ça qui a un petit peu débroussaillé les choses. Il y a une norme de l'aéronautique civile en sécurité qui s'appelle DO78, qui était depuis un certain temps bloquée à la révision B. Et ça faisait longtemps qu'on parlait de la révision C qui allait autoriser l'usage de méthodes formelles d'analyse. Et puis comme par hasard, quelques années après, ce truc-là s'est débloqué. Bon, je pense qu'il y a quand même une relation de cause à effet. Alors, bien évidemment, la question, c'est comment gagner de la sécurité sur les systèmes critiques. Là, il ne s'agit pas de gagner 10%. Si vous voulez qu'en 2050, je n'ai pas un avion qui crache toutes les semaines, il faut que je multiplie ma sécurité par 10 ou que je diminue mon taux de défaillance d'un facteur 10, au moins.
Et donc, ce n'est pas gagner quelques pourcents, c'est vraiment gagner des ordres de grandeur. C'est quelque chose qui est effectivement assez compliqué dans les systèmes critiques. Alors, on parle beaucoup des systèmes critiques, mais il n'y a pas que ces systèmes, il y a beaucoup de domaines qui sont émergents. Par exemple, un truc que vous ne savez pas forcément, c'est que les salles de marché, maintenant, tout est automatisé. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un truc qui, à mon avis, est une catastrophe, ça s'appelle les microtransactions. Vous achetez un truc, vous le vendez 5 secondes après. Ça va tellement vite qu'il n'y a plus de traders. On parle beaucoup des traders, il faut juste savoir que dans ce domaine-là, eh bien, le nombre de traders, dans les 10-15 dernières années, a été divisé par 10. Par contre, il a été remplacé par des programmes qui exécutent tous le même code. Il n'y a pas besoin d'être Sioux. Je veux dire, ce n'est pas l'algorithme Sioux de maths financière qui va gagner, c'est la vitesse. Donc les mecs qui font des FPGA, ils codent sur des FPGA les algorithmes de maths phi, ils codent ça sur du GPU pour aller plus vite. Parce que vous allez plus vite, vous savez quand vous lancez une action, quelle va être son influence, et vous avez les 15 secondes d'avance sur les autres qui réagissent, qui vous permettent de gagner de l'argent. Alors ça, c'est une catastrophe, parce que du coup, tous les logiciels, ils ont un peu les mêmes algorithmiques, et il se passe des trucs bizarres. En mai 2010, la bourse de New York, elle a chuté de 950 milliards, et une demi-heure après, elle a repris 900 milliards. Donc à la fin de la journée, on voit que 50 milliards d'écart. Bon. Le souci, c'est que plusieurs mois après, ils ne savent pas pourquoi. Ils ont émis une première hypothèse, récusée, deuxième hypothèse, récusée, troisième hypothèse, récusée. Alors bon, ça peut rester un épiphénomène. C'est arrivé dans l'après-midi, ce truc-là. Maintenant, imaginez qu'on n'ait pas eu de bol. Qu'entre la descente et la remontée, il y a eu la fermeture. New York ferme, les bourses asiatiques ouvrent. Que font les bourses asiatiques quand New York s'est cassé la gueule de 950 milliards? D'accord. Les bourses asiatiques, une fois qu'elles ont bien descendu, elles ferment. Qui c'est qui ouvre? C'est nous, les Européens. Quand les bourses américaines et les bourses asiatiques se sont cassées la gueule de 950 milliards de dollars, qu'est-ce qui se passe? Nous, on plonge. Les bourses américaines ouvrent, aucune chance qu'elles remontent. Pourquoi? On ne sait pas. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un comportement émergent, d'accord? Et donc la question, elle est peut-être, est-ce qu'on n'est pas assis sur une bombe? Alors vous allez me dire, c'est un phénomène isolé. Non, il y a eu, 2 ans après, il y a eu un phénomène qui s'apparente à un système de mise en résonance. Ce sont les actions Apple qui se sont mis à osciller comme ça a augmenté, et ça s'est arrêté. Et là aussi encore, la réponse est, on ne sait pas pourquoi. Donc... C'est pas du business, c'est du système. Ah non, enfin, c'est des systèmes de système, oui, non, mais il y a une composante logicielle et il y a d'autres composantes derrière et il est clair qu'on ne maîtrise pas. Je vous donne juste ici un exemple qu'on ne sait pas analyser et sur lequel on n'attendait pas forcément un besoin en sécurité important. On parle beaucoup de e-santé en ce moment, d'accord? C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de frameworks qui vont être partiellement embarqués sur nos téléphones, qui peuvent permettre de mesurer des variations d'activité, etc., etc., éventuellement couplés à des capteurs. Je ne vous parle pas de la transmission de données médicales, etc., encore une fois, on ne sait pas trop comment ça marche. Et puis enfin, la domotique, c'est moins critique, mais ça peut être pénible au quotidien. Moi, je me souviens, un jour, je revenais de Darchtoul, où j'avais passé une semaine. Donc, je passe la frontière, et puis j'allume la radio en me disant, tiens, je vais avoir des nouvelles en français. Ça fait une semaine que je n'ai pas de nouvelles en français. Et pendant 5 minutes, j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu une catastrophe majeure en France. La catastrophe majeure en France, c'est pendant 24 heures, le réseau Orange est tombé. Plus aucun abonné d'Orange n'arrivait à se connecter. Donc, on ne va pas dire qu'il y a des vies humaines qui sont en danger, sauf peut-être éventuellement sur des appels aux pompiers ou autres, mais vous voyez que sur des choses qui sont extrêmement quotidiennes et qui sont devenues complètement gérées par des systèmes informatiques, on peut être extrêmement embêté. Donc tout ça, c'était juste pour vous dire un petit peu ce dont j'aimerais parler à l'heure actuelle, et j'aimerais le contextualiser. Je vais le contextualiser sur un exemple qui est en fait un peu un sujet chaud, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus, mais qui surtout illustre le type de système auquel on s'intéresse. Alors, en fait, pour vous, une voiture, c'est ça, mais je vous l'ai déjà dit, il y a 100 millions de codes embarqués dans une voiture. Une voiture, maintenant, c'est un réseau informatique avec, on commence à avoir, c'est pas des dizaines, on commence à dépasser les 100 capteurs sur ces grosses voitures. Je vous donne simplement un exemple. Vous avez un système de contrôle de la trajectoire qui va travailler sur un modèle théorique de rotation des roues. Donc on sait que les roues à l'intérieur roulent un peu moins vite que les roues à l'extérieur. On a des capteurs qui détectent ce genre de choses. Et lorsque votre voiture va s'arrêter à patiner, c'est un petit peu ce que disait Jean avec le comportement qui ne va pas être le comportement nominal. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On va jouer sur les freins à l'insu du conducteur. On est en deçà de la seconde de réaction du conducteur, donc en général, on peut faire un petit peu ce qu'on veut, et on va jouer dessus. Mais évidemment, il faut que tout ça, ça se coordonne. Je ne vous dis pas la complexité du démarrage d'un airbag. Si l'airbag démarre trop tôt,
eh ben en fait, vous le prenez en pleine figure et c'est comme si vous heurtiez un mur. S'il démarre trop tard, eh ben en fait, il ne vous arrête pas, etc., etc. Mais on peut imaginer que si on s'intéresse à la conduite automatisée, que vous allez avoir des véhicules qui vont avoir un programme qui a à peu près le même comportement et qui va faire en sorte d'éviter les autres. Mais si je continue à monter comme ça, on peut dire que plutôt que de gérer ça de manière fixe, je vais imaginer que je vais avoir des cellules qui vont circuler et qui vont se promener en même temps qu'un groupe de véhicules. Et donc, je vais avoir ici une dimension supplémentaire qui va être la dynamicité, au sens qu'il y a des véhicules qui vont entrer, qui vont intégrer une cellule, d'autres qui vont sortir. Peut-être que j'ai besoin d'élire un leader à l'intérieur. Enfin, c'est tout ce type d'algorithmique dite répartie qu'on peut être amené à mettre en branle. Évidemment, ces systèmes, ils sont dynamiques, ils sont interopérables, ils sont embarqués, et ils doivent être extrêmement fiables, parce que là aussi, si vous avez quelque chose qui tombe en panne, ça peut avoir des conséquences. Alors, j'ai juste pris ça à titre d'exemple, parce que c'est vraiment le problème qu'on a. Vous parliez tout à l'heure de système. De plus en plus, les logiciels qu'on conçoit, ils sont amenés à être intégrés dans un écosystème. Lorsqu'on conçoit le logiciel, on n'a pas forcément conscience de l'écosystème. Et de toute façon, même si on a conscience de l'écosystème, ce dernier va évoluer. Et on aura peut-être la main en tant qu'opérateur sur le logiciel, mais pas forcément sur l'écosystème. Donc il faut qu'on soit capable de s'en sortir. Donc les systèmes complexes pour nous, pour moi, c'est des systèmes répartis, des systèmes temps réel, des systèmes embarqués, avec de la dynamicité. Et là, il est clair que les techniques classiques, même celles qui sont extrêmement rigoureuses, qui sont utilisées dans des domaines comme l'aviation civile, eh bien, elles atteignent leurs limites. C'est-à-dire qu'il va falloir que, parce que tout devient trop gros, et l'idée, c'est effectivement de se poser la question, de mettre en œuvre les méthodes formelles, et effectivement, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, la 178B à la 178C, la 178C permet de faire ce genre de choses. On a 3 techniques, analyse statique, preuve et modèle checking. Moi, je vais m'intéresser essentiellement au modèle checking. Alors, il y a un autre point là-dessus, parce qu'il y a pas mal d'acteurs qui font du modèle checking, et puis il y a pas mal de success stories. Les enjeux actuellement, et la caractéristique des systèmes actuels, c'est qu'ils sont de plus en plus asynchrones. Et pendant très très longtemps, il y a eu un domaine où on faisait de l'analyse de systèmes qui était extrêmement synchronisé, et donc par conséquent, alors je ne veux pas dire que c'était facile, c'était moins difficile, d'accord ? Mais là ici, on a vraiment de l'asynchronisme total, et on est dans des conditions qui sont absolument atroces, puisqu'on a de moins en moins d'hypothèses sur les réseaux d'interconnexion entre les différentes entités. Donc ça les rend difficiles. Alors, c'est quoi la stratégie du modèle checking? Donc, je vais vous faire un petit peu de rappel là-dessus. L'idée, c'est qu'on va avoir une représentation abstraite du système. La manière extrêmement pratique, c'est de le représenter comme un vecteur. Imaginez que j'ai un système avec 3 processus. Chaque processus a son contexte caractérisé par un certain nombre de variables. Donc, je prends le compteur ordinal, je concatène les variables, ça me fait un bout de vecteur. Le deuxième processus va amener un deuxième bout de vecteur. Le troisième va amener un troisième bout de vecteur. Je vais concaténer le tout et ça va me caractériser une configuration du système. À chaque fois que je fais une instruction ou une instruction significative, eh bien, potentiellement, je vais être amené à changer mon état. C'est ce qu'on va avoir, en fait, quand je vais aller ici. Donc, les états, c'est mes vecteurs. Et puis ici, je vais avoir des transitions qui vont permettre de changer les états. Et en fait, finalement, ces automates qui sont, vous imaginez bien, énormes, c'est le cœur de l'approche. Donc, évidemment, ces automates, je vais probablement les générer à partir de spécifications. Donc, on peut utiliser des réseaux de Petri, on peut utiliser CSP. CSP, il a un inconvénient, c'est qu'il est relativement synchrone dans son mode de fonctionnement. Promela, processus communicant, ça c'est l'outil de la NASA qui s'appelle SPIN. Et puis, par exemple, il y en a plein d'autres, mais récemment, dans la région de Toulouse, ils se sont intéressés à Fiacre, qui est aussi une manière de programmer des processus communicants avec aussi des variables partagées. Et puis derrière, vous avez tout un outillage, qui permet de construire ce type de choses. Alors, il y a un deuxième truc qu'on oublie souvent, et moi, en tant que... c'est qu'en général, les gens ils font un système, et puis après, on leur dit, bah, c'est quoi la bonne propriété? Je veux qu'il n'y ait pas de bug. Okay. Alors, ça veut dire quoi? Je veux qu'il n'y ait pas de bug. C'est effectivement assez compliqué. Donc, l'idée, c'est qu'effectivement, toutes ces techniques-là ne fonctionnent que si on dispose des bonnes propriétés. Et en particulier, qu'est-ce qui nous intéresse ici? Il y a différents types de propriétés. On va commencer à regarder par l'accessibilité. L'accessibilité, par exemple, c'est je suis dans une centrale nucléaire. Existe-t-il une exécution qui me permet d'atteindre un état où le réacteur est en surchauffe? Bon, c'est bien de le savoir. Si c'est possible, pourquoi pas? Alors après, maintenant, si c'est possible,
Je peux me dire, mais je sais que je peux supporter la surchauffe pendant un certain temps, et dans ce cas-là, est-ce que tout état surchauffe sera toujours suivi par un état alarme? Et dans ce cas-là, ça veut dire que j'ai la garantie que la surchauffe ne pourra se passer sans être détectée. Alors, ce qui est sympa avec le modèle shaking, sous quelques hypothèses, en particulier qu'on arrive à représenter ceci en mémoire, ce qui n'est pas la plus mince des hypothèses, c'est une technique qui est complètement automatisée et qui va vous répondre « oui, la propriété est vérifiée ». Et si la propriété n'est pas vérifiée, il sait en général, dans la majeure partie des cas, vous donner un contre-exemple sous forme d'un chemin d'exécution qui va amener à la violation de la propriété. Alors après, bien sûr, on a ce problème d'explosion combinatoire qui va impacter l'usage de la mémoire et puis l'usage du CPU, parce qu'il faut quand même les calculer, ces événements. C'est bien gentil, il faut construire cette spécification. Alors, si on a des problèmes avec les propriétés que je vous ai énoncées, que j'appelle des propriétés qualitatives, on peut relaxer ou affiner avec des propriétés dites quantitatives. Par exemple, j'arrive pas à démontrer que je ne peux pas avoir de surchauffe, mais je veux démontrer que la probabilité d'atteindre l'état de surchauffe est inférieure à un certain seuil. Et je peux dire que, alors évidemment, les centrales nucléaires, ça ne marche pas forcément, mais ça marche par exemple dans les transactions bancaires. On sait qu'il y a tant de transactions qui échouent, c'est une probabilité. Je connais le coût moyen de la transaction et rassurez-vous, on vous les facture. Donc en fait, on amortit, on a un modèle qui finalement équilibre et qui absorbe les erreurs. Donc finalement, n'ayez pas de scrupules. Si un jour il y a un plantage dans votre carte bleue et que vous n'êtes pas débité d'une grosse somme d'un truc que vous avez acheté, vous inquiétez pas, vous l'avez quand même payé. Ça a été pris en compte dans les modèles bancaires. Bon, alors, vous pouvez du coup dire, ben voilà, je veux que la propriété de l'état surchauffe soit inférieure à 10-6. Ou alors, je peux dire, ben voilà, je m'intéresse, je peux toujours pas en retirer l'état surchauffe, je sais que la probabilité est basse, mais je veux que l'état surchauffe soit suivi d'un état alarme, mais dans une certaine durée de temps. Une durée de temps dont je sais, une unité de temps, un temps dont je sais qu'il est inférieur au fait que, par exemple, la réaction devient irréversible. Alors, si ça ne marche pas toujours, on a encore une troisième possibilité. Eh bien, dans le cas où les systèmes sont ouverts, les propriétés ne sont pas forcément vérifiées, on peut se poser la question de contraindre le système. C'est-à-dire qu'on a un espace d'exécution qui va dans des zones saines et qui peut se promener dans des zones non saines. Et l'idée est, existe-t-il un contrôleur qui va, en me contraignant mon système, ça peut se traduire par exemple par des procédures. On peut imaginer que la probabilité que le réacteur entre en surchauffe arrive lorsqu'il est en fonction depuis un mois d'affilée. Donc on dit, ben voilà, jamais plus de 3 semaines d'affilée, il faut forcément arrêter le truc. Enfin, ça peut être des contraintes comme ça, qui vont finalement nous permettre de garder le comportement du système dans des zones où on va le considérer comme étant toujours fiable. Alors, l'idée là-dedans, c'est de vous montrer quelques success stories. J'en avais prévu 4, mais je pense que j'aurais pas le temps, donc j'ai fait sauter la 4e. Et je voulais en fait vous montrer là-dessus que la vérification formelle, ça marche, c'est pas simplement un mythe. C'est certes un joujou pour des universitaires comme moi, mais si ça commence à devenir pratique, c'est parce qu'il y a des universitaires comme nous qui jouent depuis 40 ans avec ce genre de choses, et qui à une époque n'étaient pas capables de traiter des systèmes, et maintenant on arrive à traiter des systèmes qui sont d'une certaine taille. Donc on va rapidement regarder et survoler les problématiques sous-jacentes à ces études. Alors le premier, c'est le middleware PolyOrb, qui est un middleware qui a fait un petit peu de bruit quand il était sorti. C'est un travail conjoint entre Télécom Paris-Tech et l'UPMC. En fait, on a eu plusieurs tests qui ont été co-dirigés entre ces deux établissements entre 2000 et 2009-2010. Et l'idée, c'est que, vous savez que les middleware, on les a inventés pour s'affranchir d'une dépendance au système d'exploitation. Et ce que les gens n'ont pas réalisé, c'est qu'ils échangeaient la dépendance au système d'exploitation contre la dépendance à un truc qui était au moins aussi pernicieux, que moi j'appelle le modèle de répartition. Alors vous allez me dire, mais il n'y en a pas 100 000 de modèles de répartition. Eh bien en fait, vous n'avez qu'à regarder de prendre un composant Corba et un composant Java RMI, pourtant c'est le même modèle de répartition, c'est dans des objets répartis, hein, c'est assez voisin. Eh bien, en fait, il y a quand même des soucis. Alors l'idée, c'était, quand on a construit plusieurs middleware, on réalise qu'il y a tout le temps les mêmes fonctions. Et en fait, l'idée était de construire un middleware qui avait une couche neutre, réutilisée, et puis qui offrait
une API applicative aux composants et qui offrait une API protocolaire pour pouvoir permettre la communication avec d'autres entités. Et donc ça veut dire que par exemple, je peux causer ici Corba et j'utilise ici du SOAP, et puis de l'autre côté, j'ai un nœud où j'arrive avec par exemple un MPI-like, une interface de type MPI. Alors ça c'était l'objet d'une première thèse, et une fois qu'on a fait ça, on s'est posé la question d'utiliser ça dans des contextes un petit peu critiques où on voulait garantir quelques bonnes propriétés. Et l'intérêt était de la garantir au niveau de la couche neutre. Donc, il y a eu une deuxième thèse complète qui s'est intéressée à, en fait, revisiter complètement l'architecture de cette couche neutre et, en fait, l'articuler autour de ce qu'on a appelé le micro-broker, que vous voyez ici. Le micro-broker, en fait, c'est une espèce d'orchestrateur qui va simplement faire appel à des bibliothèques de services et qui vont, elles, réaliser les fonctions régaliennes du middleware. L'intérêt est que du coup, ces bibliothèques vont rester relativement stables et par contre, ce qui va changer, c'est le micro-broker pour lequel on peut fournir plusieurs implémentations, une implémentation mono-threadée ou multi-threadée suivant différentes stratégies. Alors là aussi, l'intérêt, c'est qu'on ramène des trucs qui font pas loin de un peu plus de 100 000 lignes de code à un composant. Alors là, il y a toujours beaucoup de lignes de code, mais c'est du code qui a une bonne caractéristique, c'est que on peut utiliser des techniques un petit peu statiques d'analyse parce que c'est quelque chose qui ne boucle jamais. C'est une approche de type filtre. Et la partie qui est délicate quand on est sur ces composants avec du parallélisme, de l'entrelacement, c'est évidemment la partie orchestrateur. Donc on s'est intéressé à la partie orchestrateur. Alors la partie orchestrateur, on l'a également restructurée elle-même. Donc là ici, c'est le monde extérieur, c'est les sources qui vont fournir des événements, qui sont en fait des requêtes transmises aux composants gérés par le middleware. On a ici un système de stockage qui va stocker les événements. Et puis on a ici une fonction plutôt fetch decode qui va en fait s'intéresser à stocker les événements, éventuellement en appliquant des priorités, hein, ça dépend encore une fois des fonctions que vous avez sous le middleware. On a une partie execute et puis un scheduler qui va, le cas échéant, eh bien, vous avez en général un nombre de threads qui est fixe et puis il va dire, ben voilà, tel thread fait ceci, tel thread fait cela, etc. etc. L'idée aussi, c'était de mettre là les bonnes hypothèses de fonctionnement. Évidemment, je peux bombarder mon middleware avec des événements. Si je vais plus fort que la musique, à un moment donné, je vais toujours le saturer. Mais l'idée est de dire, si je reste dans des conditions d'utilisation qui sont raisonnables, eh bien, ça ne devrait pas poser de soucis. Et donc, il y avait plusieurs implémentations qui ont été étudiées, des sans threading, des avec threading et puis plusieurs politiques. Et du coup, on s'est retrouvé avec différents modèles. Alors, le système était paramétré par trois donc, paramètres importants qui sont le nombre de threads, le nombre de sources, c'est-à-dire en fait, en gros, de canaux sur lesquels on écoute, et le nombre d'événements, de jobs qu'on pouvait stocker ici. Alors derrière, en fait, c'est intéressant parce que ce modèle, maintenant, il a été traité, c'est devenu un benchmark pour le modèle Checking Contest, qui est un concours qui permet d'évaluer les outils de la communauté et éventuellement de comparer les résultats entre outils sur un benchmark qui est représentatif et du coup, éventuellement, de permettre aux gens de débugger leurs outils. Vous voyez que sur l'implémentation NoThread, alors ça c'est un réseau symétrique, on a des choses qui sont structurellement de taille raisonnable, mais c'est ce chiffre-là qui est intéressant. Pour 10 sources et 20 jobs, c'est une version mono-threadée, donc il n'y a qu'une thread, il n'y a pas de paramètres là, eh bien on a quand même de l'ordre de 10 puissance 11 états. Le 10 puissance 11 états, si je stocke que ça, je stocke évidemment aussi les liens vers les successeurs et prédécesseurs de mon automate, mais ça c'est 48 entiers. Même si on les réduit un peu, vous voyez, ça fait quelques octets à stocker. Je n'ai pas encore de machine avec 10 puissance 11 octets de mémoire centrale. Et puis l'autre, alors en fait, sur des paramètres plus petits, parce que les outils ne vont pas plus loin, eh bien, on a aussi un nombre d'états qui est relativement conséquent. Sur ce système, on avait plusieurs propriétés qui étaient intéressantes. Il y en avait 3. La première, c'est l'absence d'interblocage. C'est qu'à un moment donné, on ne peut pas avoir un blocage lié au parallélisme. La deuxième, c'est impossibilité d'insérer des doublons d'événements, c'est-à-dire une unicité de la gestion des événements qui sont reçus et stockés puis exécutés. Et la troisième, celle qui nous a coûté le plus cher et le plus de jus de neurones, c'est l'absence de famine. C'est la garantie que toute requête qui rentre sort en un temps fini.
Pour ça, on a eu besoin d'une propriété intermédiaire, très très importante, puisqu'on s'appuyait sur justement les symétries du système. C'est l'absence d'ordre entre des événements entre eux, des sources entre elles et des threads entre elles. En gros, le fait que la garantie qu'on pouvait toutes les permuter, et qu'en fait, n'importe quel thread pouvait traiter n'importe quel événement ne prenant de n'importe quelle source. Et ça nous a considérablement facilité la démonstration. Alors juste pour vous montrer les problèmes qu'il y a derrière, ça c'est un petit courbe de performance. Donc on a utilisé un outil qui s'appelait GreatSPN, qui est développé conjointement par l'Université de Turin et par nous-mêmes, et en particulier le moteur de calcul symbolique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que alors là j'ai 5 sources, 5 jobs, et le paramètre qui change, c'est les threads. Donc pour 3 threads, on a déjà 10 puissance 7 états. Okay. Ça, en général, c'est là que les modèles checkers classiques, par exemple Spin, ils nous lâchent à peu près vers ce volume-là. Mais on a en fait une technique de stockage d'états où on s'intéresse aux symétries du système, et du coup, on a des états qui sont certes plus gros, mais qui sont certes quand même sympathiquement moins élevés. Vous avez remarqué, l'échelle est logarithmique, donc effectivement, on a un écart on gagne en fait un bon facteur exponentiel là-dessus. Sur une machine, on est monté jusqu'à 17 threads. D'accord. Et 17 threads, on sait calculer que ça correspond à ça comme état, mais bien évidemment, il n'y a que ça qui a été stocké en mémoire. Et en fait, on n'a pas pu aller plus loin sur une machine parce qu'il y avait un problème, on arrivait à saturer une table de hash. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pu continuer plus loin en distribuant l'exécution sur plusieurs machines. Ce qui était possible parce que ça, c'était des propriétés, enfin l'analyse ici qu'on a fait jusqu'à 25 threads, eh bien c'était des propriétés d'accessibilité. Donc effectivement, on n'avait pas de problème pour la répartir. Les propriétés ont été validées. Alors, l'aventure s'est terminée pour les universitaires, puisque une fois qu'on a fait joujou pendant 10 ans avec cet outil-là, on a fait un peu le tour de la question. Mais il y a une entreprise qui s'appelle Adacor qui a pris la relève, qui avait recruté un des doctorants qui avait travaillé sur Polyorb. Et on a appris l'an dernier que Astrium a choisi Polyorb pour visiblement implémenter ça dans des composants qui vont dans la station spatiale orbitale. Donc manifestement, c'est un des critères qu'ils ont trouvé intéressant aussi. Alors l'autre exemple, c'est un protocole de reprise sur erreur dans une base de données répartie. Ça, c'est un projet qui s'appelait Neopost, un projet FUX terminé il y a quelques années, qui était d'ailleurs soutenu par le GT Logiciel Libre, donc avec ces partenaires-là que vous voyez ici. Le contexte, c'est de stockage de grandes masses de données, donc un contexte, au jour d'aujourd'hui, on dirait Big Data, à l'époque, le mot n'avait pas encore été inventé. En tout cas, on ne disait pas les choses comme ça. Et en fait, l'objectif de cette société, c'est de vendre des solutions qui permettent de supporter du e-gouvernement. Donc vraiment de grandes masses de données, et puis des données qui évoluent très très régulièrement. Et l'idée, c'était de fiabiliser un protocole qui s'appelle NEO, et d'évaluer sa robustesse. Et on n'avait pas de modèle, on avait tout simplement une implémentation. Donc l'architecture de la base de données, ce qui est important et ce qu'il faut savoir, en tout cas ce qui nous intéressait, c'est que en fait la base est coordonnée par un certain nombre de maîtres. Donc vous avez des nœuds, et parmi ces nœuds vous avez des nœuds maîtres. Et les nœuds maîtres eux-mêmes forment une fédération, au sein desquelles il y a un maître primaire. Et le maître primaire, c'est lui qui va prendre un certain nombre de décisions. Et bien évidemment, tous les maîtres se surveillent parce que dans le cas où le maître primaire tombe, il faut impérativement qu'un nouveau maître primaire soit élus pour pouvoir reprendre les fonctions. Et puis évidemment les maîtres eux-mêmes gèrent un sous-groupe de cluster et qui a un système un peu équivalent. Alors en fait on a envisagé deux conditions. La première condition c'est panne franche mais réseau fiable, et panne franche et éventuellement réseau non fiable, c'est-à-dire panne et surpanne. Et en fait, les modèles ont été traités à la fois par le LibSys pour la partie fiable et à la fois par le LibN pour la partie non fiable. Et comme je vous l'ai dit, on partait du code, donc on a récupéré au début du projet un certain nombre de lignes de source et puis l'accès aux ingénieurs qui pouvaient les commenter. Alors, sous hypothèse du réseau fiable, on a réussi à démontrer que dans certains cas, l'élection d'un nouveau maître primaire ne marchait pas. Alors en fait c'est marrant parce que c'est un bug qu'ils avaient trouvé, mais après qu'ils nous aient filé les sources. Et ils l'avaient corrigé, et ces salauds-là, ils ne l'avaient pas dit. Je ne sais pas si c'était intentionnel, histoire de voir ce qu'on était capable de faire. Alors c'était intéressant parce que la correction n'était pas signalée, mais la correction n'était pas complète. C'est-à-dire qu'en fait ils avaient fait une correction, et quand on a discuté de la correction, on a dit, mais instant, mais est-ce que vous avez vu ce cas-là? Et la réponse était oui, mais ce cas-là, il est couvert par les hypothèses de fonctionnement.
Bon, quelques temps après, ils nous ont quand même avoué qu'ils avaient recorrigé le truc pour couvrir tout, y compris les hypothèses qui au départ n'étaient pas couvertes, semble-t-il. Donc l'idée, c'est que, en fait, pour résoudre ça, il a fallu qu'on construise un outil dédié, parce qu'il fallait qu'on puisse faire le test avec un nombre suffisamment élevé de nœuds, pour pouvoir avoir des configurations qui soient intéressantes. Et puis sous hypothèse du réseau non fiable, ça c'était quelque chose qui était fait par le LIPN, ils ont très vite détecté qu'il y avait des situations caricaturales qui restent insolubles, mais on peut considérer qu'elles ne sont pas trop... enfin, je veux dire, en gros, c'est si je coupe le réseau, le nœud n'arrive pas le nœud maître n'arrive pas à se réinjecter. Bon, mais effectivement, on n'a peut-être pas besoin des méthodes formelles pour déterminer ça. Par contre, on a déterminé qu'il y avait une bonne tenue du protocole si une panne survient pendant la reprise, mais pas si deux pannes surviennent pendant la reprise. Et en particulier, il y a des endroits où effectivement, il ne faut pas qu'il y ait des pannes à répétition qui surviennent. Là, par contre, typiquement, si on voulait aller plus loin, mais le projet se terminait, il aurait fallu effectivement s'intéresser à des approches quantitatives, voir l'approche à coup de contrôleur pour savoir si on pouvait effectivement restreindre les cas d'instabilité. Alors, juste pour vous dire, on avait un réseau de Pétri-Place transition qui était paramétré. Pour 6 mètres, il fait 522 places et 1498 transitions. Ça veut dire qu'ici, pour stocker le vecteur, il faut au minimum de l'ordre de 500 entiers. Donc, encore une fois, vous choisissez votre représentation, 64 ou 32 bits, et vous voyez que c'est relativement costaud. Il est plus petit que Polyhorn, mais il y a plus de logique d'entrelacement parce qu'il est beaucoup moins synchrone que Polyhorn. Alors en fait, la solution pour s'en sortir, ça n'a pas été de gérer un vecteur de 522, mais ça a été de partager des représentations, parce que évidemment, quand on a des systèmes comme ça, on ne peut pas les représenter de façon explicite, d'avoir des représentations dites symboliques, partielles, où en fait on ne saisit pas toutes les données. Et on a développé un outil dédié, qui est toujours utilisé depuis, qui s'appelle PNXDD, et qui a une représentation hiérarchisée de ce vecteur. Alors en fait, le problème était ramené à un problème d'ordre de variable, en fait d'ordre dans lequel on va stocker les valeurs du vecteur. On peut faire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la concaténation méchante, mais on peut être plus rusé et se servir de ça pour pouvoir activer des méthodes de compression qui fonctionnent mieux. Donc on est ramené à un système d'ordre, donc on avait des algorithmes de l'état de l'art qui proposaient des ordres déjà, et on a comparé ce que proposait, ce qu'on arrivait à faire en mémoire avec les ordres proposés par ces algorithmes, avec ce que nous on arrivait à faire avec nos ordres à nous, et vous voyez qu'on a des gains qui vont parfois jusqu'à 99%. C'est-à-dire qu'on gagne bien des ordres de grandeur dans la vitesse du traitement de ces systèmes ou dans le temps de traitement. Vous voyez que là, ici, sur 4 mètres, je n'ai pas les chiffres plus loin, mais on a de l'ordre de 10 puissance, pas loin de 10 puissance 9 états, mais c'est des 9 états, 9 fois mon vecteur de 512 entiers. Hein, donc on en est à plusieurs kilo-octets si on voulait les représenter de façon explicite. Le dernier exemple qui est intéressant et qui va être un peu un point de contact sur les aspects sécurité, c'est de la quasi-certification sur une table de hash répartie. Donc ça, c'est quelque chose... Alors, il n'y a pas d'industriel là-dedans, il y avait juste l'UPMC, et puis un projet INRIA qui est à cheval entre une équipe de l'IPSIS de l'UPMC et puis une équipe à l'UFSM, je vais y arriver, l'Université Federico Santa Maria, qui est à Valparaiso de Chile, endroit sympathique quand il n'y a pas de tremblement de terre et pas d'incendie. L'idée, c'est en fait d'avoir un système... Donc, les DHT, c'est quelque chose d'intéressant pour stocker un très très grande masse de données avec une bonne redondance et une bonne tenue à un certain nombre de pannes. Et l'idée, c'est par-dessus cela d'installer un protocole qui permettrait de certifier que quelqu'un a fait quelque chose à un moment donné et de pouvoir le certifier. Par exemple, certifier que le dépôt électronique d'une déclaration d'impôt a bien eu lieu à un moment donné et, ou certifier qu'un tel a bien envoyé un courrier électronique à un moment donné. Alors, il y a des techniques qui existent déjà pour le faire. Le problème, c'est que la première technique dite des PKI, elle a... soit elle fonctionne avec un multicast atomique, donc en général, du coup, ça requiert un serveur centralisé. Effectivement, vous avez une forte contention à ce niveau-là. Et puis, dès que vous essayez de répartir, y compris sur des DHT, vous avez un problème de panne byzantine. C'est que plus on a un nombre d'acteurs important, plus il faut faire d'hypothèses sur la fiabilité des acteurs. Ça devient difficile.
Alors l'idée, on est parti là-dedans en se disant mais on ne va pas forcément garantir une fiabilité à 100,0% parce qu'on sait que ce n'est pas possible, mais on va s'intéresser à garantir une quasi-fiabilité et d'être capable de quantifier, en fonction d'un certain nombre de paramètres, le taux, la probabilité de défaillance d'une transaction. Alors, rapidement, un petit rappel sur les DHT, à moins que vous pensiez que ce soit... Non, ça vous... Petit rappel quand même? Bon. Alors le DHT, c'est un grand anneau. Ok, alors quand je dis grand anneau, c'est 10 000, 20 000, 100 000 machines, hein, je veux dire, donc il y a quand même du monde. Et en fait, vous avez deux opérations. En fait, ces anneaux, ils sont tous numérotés, de 1 à n. Et en fait, le numéro, ils ont donc un ordre, une proximité numérique, et le numéro en général est obtenu par une clé de hash, par exemple, de votre adresse IP. Alors si vous faites ça avec une bonne fonction, l'intérêt c'est que des numéros IP numériquement proches ne vont jamais être proches dans l'anneau du DHT, et alors ça c'est un des facteurs de résistance aux pannes, c'est que si vous faites tomber tout un pays, par exemple les Russes avant d'attaquer la Géorgie, ben, il y a peu de chances pour que tous les nœuds soient localisés au même endroit, ils vont être a priori, ça dépend évidemment de la fonction de hash, uniformément répartis sur tout votre DHT. Et comme il y a des mécanismes de support, de gestion de la redondance et de tolérance aux pannes, eh bien on va s'en sortir. Alors la deuxième chose qui est importante, c'est que lorsque vous stockez une donnée, le nœud qui va stocker cette donnée, vous allez obtenir son numéro en faisant un hash sur la donnée que vous voulez stocker. Et donc vous allez tomber sur un nœud racine, et puis autour de ce nœud racine, vous allez avoir des répliques. Je vais y venir tout de suite. Alors l'idée du truc, c'est qu'effectivement, on ne va pas parcourir l'anneau de façon séquentielle, mais on va avoir un système de convergence logarithmique qui fait qu'on va tomber avec une précision qui à chaque fois croît d'un facteur exponentiel, donc on va de plus en plus près, de plus en plus vite, vers l'un des nœuds qui va détenir une copie de la donnée. Et du coup, on va pouvoir obtenir la donnée. Alors, pour assurer la réplication, eh bien, on va avoir donc du coup localement, ça c'est localement dans mon DHT, donc là ici c'est le nœud à racine qui tient ma donnée, et autour de ce nœud racine, je vais avoir ce qu'on appelle le leaf set. Donc je vais avoir L nœuds, du coup j'ai L plus 1 nœud en tout, et donc en particulier ça permet de faire la conciliation. Si par hasard il y a des nœuds malicieux dans le lot, ils vont pouvoir se concerter avant de rendre la donnée en disant ben, on est d'accord, la majorité absolue que la donnée c'est ça. Et l'idée c'est que ces nœuds-là sont des nœuds numériquement proches, donc ce qui se passe c'est que s'il y a un de ces nœuds qui tombe, maître ou pas maître, eh bien il est remplacé par un nœud numériquement proche qui va un peu plus loin, on va aller chercher un petit peu plus loin, et puis les nœuds de manière concertée, vont transmettre les informations qu'ils avaient sur le nouveau nœud, de manière à ce que la défaillance soit corrigée. Alors ça, c'est un truc qui marche, hein, ça a une dizaine d'années, les DHT. Hein, il y a beaucoup de gens, il y a même des implémentations, on a fait pas mal d'expérimentations dessus, c'est quelque chose qui marche. La complexité est intéressante, ça tient très bien à l'échelle, et il y a eu des expérimentations, je crois jusqu'à 1 million de nœuds dans l'anneau, ça marche relativement bien. Alors, l'idée c'est, par-dessus ça, donc, de construire ce protocole, et donc en fait on va avoir plusieurs acteurs. Le premier acteur c'est celui qui réalise le service qu'on veut certifier. Et pour faire ça, il va s'adresser à un service S qui va obtenir par H du service qu'il demande. Et ce service S, c'est évidemment plus un nœud, c'est un leaf set. Donc c'est un ensemble de nœuds. Et il y a évidemment un protocole, il va dire je souhaiterais faire ce service-là, et puis il va avoir un certain nombre de réponses, et quand il a L sur 2 plus une réponse, qui concorde bien évidemment, il sait qu'a priori il a affaire à la bonne personne. Et puis il va y avoir une discussion pour que l'on rende le service, la transaction va avoir lieu, et à un moment donné, elle peut avoir lieu en plusieurs étapes, à un moment donné, cette transaction, elle va se terminer. Et lorsque la transaction va se terminer, S va faire appel à une autorité de certification qui est évidemment sur le même DHT, mais ça ne va pas être les mêmes nœuds puisqu'il va utiliser, il va hacher le service qui doit être certifié, mais également le couple pour qui ce service va être certifié. Alors ça c'est important parce que si une tierce personne après dit, moi je suis un troisième individu qui dit, je veux savoir si A a rempli le service à tel moment, eh bien en fait,
il va pouvoir, en faisant la même opération, tomber directement sur C. Il se moque de ce qui se passe au niveau de S, ce qui l'intéresse, c'est C. Et évidemment, là, il y a un dialogue qui va se passer entre le leaf set de S et le leaf set de C, parce que c'est évidemment pas un seul individu qui est derrière, c'est un groupe. Et évidemment, à un moment donné, tout le monde va tomber d'accord, on va émettre un certificat, on va loguer l'information, et ça va s'arrêter là. Et donc, quand quelqu'un va arriver, il pourra savoir si le service a bien eu lieu à un moment donné. Alors, le souci, c'est de modéliser ce truc-là, et là, on a un petit peu rusé, on a travaillé en 2 étapes. On a dit, ce qui est important d'abord, c'est que tous ces protocoles nous garantissent qu'on a forcément 2 résultats avec certitude. C'est que soit les choses se sont bien passées, soit il y a eu le moindre pépin, et à ce moment-là, on est dans la catégorie, on a détecté qu'on n'avait pas été au bout. L'idée, c'est de s'assurer qu'on n'a pas de faux positifs et de faux négatifs. Et là, on va dire, pour l'instant, on va simplement s'intéresser à des pannes de protocole. Donc, quelqu'un quitte le protocole à un moment donné, éventuellement au pire endroit, mais par contre, les communications vont, elles, continuer à être fiables. Et donc ça, on a fait une modélisation à l'aide de réseau de Petri. Puis une fois qu'on a rempli les choses, on sait que ça marche dans un monde idéal. Alors évidemment, ça n'a pas marché du premier coup dans un monde idéal. Il a fallu qu'on revoie le protocole 2-3 fois, parce que bien évidemment, le premier protocole était buggé, sinon c'est pas drôle. Pourtant, il y avait déjà eu des papiers sur des trucs assez voisins, mais il paraît qu'en algorithmique répartie, les protocoles buggés et implémentés, ça existe, ils sont assez légion, et parfois, de temps en temps, on tombe sur un bug, et ça fait l'objet d'un correctif. Mais là, effectivement, donc on a débugué le protocole, mais encore une fois, sous une hypothèse de fonctionnement qui n'est pas réaliste dans le réseau, c'est-à-dire que les communications sont complètement fiables. L'étape 2, en fait, c'est une analyse statistique, où on a dit, à chaque étape, on a une probabilité P d'avoir une défaillance. Cette défaillance, elle est liée soit à un nœud malicieux qui ne va pas se comporter comme il faut, soit à une perte du réseau. Et on a construit des jolies formules mathématiques, je vous en fais grâce ici, mais qui étaient assez costauds, qui tenaient compte de 2 facteurs. Le premier facteur, c'est la taille du leaf set, donc le L. On sait qu'on a L plus 1 copie dans le DHT, et également la probabilité P. Alors, on a construit un réseau de Petri symétrique qui est relativement petit, mais certains outils, ils sont obligés de le déplier, et donc le dépliage, ça donne des machins qui sont assez énormes. Ici, c'est un leaf set de 18. Et alors, le leaf set, en général, on considère rarement des leaf sets inférieurs à 16, on considère que c'est indécent, et idéalement, à l'heure actuelle, on est plutôt sur des leaf sets de 32. C'est à peu près ce que les gens aiment bien faire. Et donc, pour un leaf set de 32, vous voyez, on a quand même... vous voyez, vecteur 3800 entiers. Donc ça, c'est pour caractériser un état. Alors celui-là nous a donné pas mal de soucis. Alors en fait, il est devenu un benchmark pour le model Shaking Contest. L'an dernier, il n'y a pas d'outil qui a été au-delà de 6, le leaf set de 6. Le leaf set de 6, on est de l'ordre de 10 puissance 6 états, mais effectivement, il est un peu violent, donc ça fait assez mal. Les outils qu'on avait utilisés, alors GreatSPN, c'est celui qu'on avait utilisé pour PolyOrb. GreatSPN, il a cette espèce de table de hache qui est une espèce de constante qui est un peu énervante. Alors il est assez performant, il monte jusqu'à L égale 24, mais à L égale 24, il plante au bout d'1h45, parce qu'on atteint une limite de table de hache, et on a beau avoir essayé de changer le DSDefine, manifestement il y a des magic numbers quelque part, donc ça veut dire que parfois les outils qui sont très efficaces en vérification eux-mêmes sont parfois, il y a des hacks, un petit peu comme le timeout de Jean tout à l'heure. Là ici on a découvert cette table de hache qui nous a beaucoup énervé. Et l'autre outil, le PNXDD, qui avait été développé pour quelque chose d'extrêmement asynchrone, qui était cette base de données, eh bien lui, en fait, il est extrêmement efficace au niveau temps, mais par contre, il est disons que la structure du système ne se prêtait absolument pas à cette clusterisation, et du coup, on explose la mémoire avec 16 gigabits. Et donc, en fait, il a fallu qu'on mette en place, qu'on travaille avec une nouvelle technique. Alors, avant de vous présenter la nouvelle technique, vous voyez juste la complexité de l'espace d'état. D'accord? C'est qu'en gros, pour un leaf set de n, on a 10 puissance n états, qui ne sont pas évidemment des états qui prennent un bit E. Donc vous voyez, si je veux monter à 32, on est dans l'ordre de grandeur de 10 puissance 32 états. Donc c'est quand même des systèmes qui sont relativement conséquents. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'on a réussi une modélisation où finalement la taille en elle-même du DHT était absente. Ça, c'était un point intéressant, parce qu'effectivement, s'il avait fallu rajouter comme paramètre le nombre d'éléments qu'il y avait dans le DHT,
on était mal. Mais en fait, on pouvait, encore une fois, on est dans une hypothèse où tous les nœuds du DHT exécutent le même code, et on a cette bonne hypothèse de symétrie qui fait qu'on peut, du coup, analyser une interaction et pas s'amuser à analyser les interactions répliquées sur l'ensemble du système. Voilà. Il faut juste démontrer que ça marche et qu'on reste en terrain stable. Et donc, avec ce nouvel outil, en fait, cet outil il est intéressant parce qu'il propose un langage d'assemblage pour la vérification qui permet en fait d'encoder beaucoup de choses, pour peu qu'on ait une sémantique formelle. Je rejoins tout à fait Jean dans ce qu'il a dit tout à l'heure sur la sémantique. C'est quelque chose qui est extrêmement crucial quand on veut raisonner. Et en fait, par exemple, oubliez tout raisonnement à propos du ML, ou alors vous ne sortez pas d'un diagramme, parce qu'il n'y a pas de sémantique, enfin, on n'est pas d'accord sur la définition de la sémantique. J'ai failli me faire tuer par des industriels un jour quand j'ai dit ça en public, mais nous autres universitaires, on est tous d'accord là-dessus. Mais si vous avez effectivement une sémantique, vous pouvez la coder dans ce langage d'assemblage, et derrière, vous avez des moteurs qui sont effectivement très très efficaces, qui mélangent des techniques de représentation hiérarchisée, des techniques de réécriture et des ordonnancements à la volée d'opérations. Et là, en fait, vous voyez que ces outils-là, qui étaient quand même déjà pas mal, qu'on arrivait à faire sauter, et bien ici, pour L égale 32, on a pu démontrer que les propriétés étaient vérifiées dans le monde idéal en quelques minutes de temps. Alors après, juste l'application numérique, on a pris les grosses formules mathématiques qui étaient atroces, et puis on a pris deux hypothèses. L'hypothèse, c'est 30% de probabilité de panne, donc un système extrêmement instable. Mais si on utilise des systèmes de certification par-dessus le DHT et qu'on prend un sous-ensemble de nœuds qui sont dans un dont le niveau de confiance a été éprouvé, il est accepté qu'on peut prétendre à 5% de taux de panne, et du coup on arrive, vous voyez, à un DHT du 8. Alors évidemment, avec 0,3 on a des chiffres qui ne sont pas bons, hein. Ça c'est mauvais, hein. Même, enfin, ça fait 1,6% d'erreur, c'est inacceptable dans un système. Mais par contre, si un État veut récupérer des impôts et qu'il implémente ça avec un F7 de 32, on a démontré qu'effectivement la probabilité que tous les événements combinés fassent en sorte qu'on perde une transaction, c'est-à-dire qu'en gros, on ait un faux positif ou un faux négatif dans le système, était de l'ordre de 10 puissance moins 14. Bon, ça veut dire que si on tombe sur ce coup-là, on n'a vraiment pas eu de bol, on retourne se coucher, on joue au loto, il faut quelque chose pour compenser un malpot pareil. Ça représente, si on regarde les impôts, les chiffres des impôts, je pense qu'il y a à peu près une vingtaine de millions de feuilles d'impôts en France, d'accord? Donc vous divisez par 10 puissance 6, bon, en gros, voilà, vous avez 10 puissance 8 ans de déclaration d'impôt sans erreur statistiquement. Alors évidemment, ce n'est qu'une probabilité, donc ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir de chance, c'est que la première année, elle ne va pas se déclencher, hein. Mais on peut dire que ça donne quand même déjà une certaine confiance dans le fonctionnement du système. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais vous dire. Alors j'en ai plein d'autres de success stories, là on pourrait passer des heures et des heures. Il y en a deux que j'aime bien, enfin, celle-là, la chasse aux céphalophes bleus en l'Est Cameroun, elle est très très sympa. Je vais vous en reparler dans une minute, parce qu'elle est très importante pour nous historiquement dans la vie de notre équipe. Alors ce que je voulais mentionner, c'est que tous les outils que j'ai mentionnés là et d'autres sont présents dans une plateforme logicielle qui est libre, qui s'appelle COSI-Vérif, la vérification dans un sofa. En fait, c'est une initiative conjointe de 3 laboratoires de la région parisienne qui ont été rejoints récemment par le Centre universitaire d'informatique de l'Université de Genève. Donc les 3 labos, c'est le LIPSIS à l'UPMC, le LIPN à Paris 13 et le LSV, donc le laboratoire de Jean, mais pas la même équipe, à l'ENS de Cachan. Et l'idée, c'est de mutualiser nos ressources pour capitaliser nos outils prototypes. Il se trouve que tous ces acteurs partagent le fait qu'on aime bien les théorèmes et on pense que c'est important de pouvoir raisonner sur des choses qui sont mathématiquement fondées, mais on aime bien aussi quand ça marche et quand on peut résoudre des vrais problèmes de la vraie vie. Et donc du coup, effectivement, on a une tradition de prototypes et d'outils dans ces différentes unités. Et l'idée, c'était, c'est difficile de maintenir des outils, de mutualiser un certain nombre de choses et de mutualiser les savoir-faire. C'est très important parce que, comme vous l'avez vu dans ma présentation, le one size fits all, ça ne marche pas du tout en vérification. Mais alors, pas du tout. Chaque problème a ses caractéristiques et si vous voulez combattre la complexité, eh bien, il faut vraiment que vous utilisiez toute une série de trucs. Et parfois, à truc égal, il y a un algorithme qui va très bien marcher et un autre qui va très mal marcher. Parfois, d'ailleurs, c'est presque un peu magique, hein. Il y a des fois où on arrive à expliquer pourquoi ça a plus de chances de marcher. Puis il y a des fois,
C'est le NASO, l'expérience, qui le dit. Et en fait, un des objectifs à terme, c'est de s'intéresser à ce que j'appelle moi la vérification adaptative, c'est de dire, d'arriver le stade ultime, c'est j'ai un problème et une propriété, parce que la technique à utiliser dépend pas simplement de la spécification, mais de la propriété que vous voulez vérifier, c'est ça qui est difficile, et de dire, je fais une première analyse structurelle, je construis l'outil qui va m'aider à vérifier ce truc-là, et j'aurai un outil qui sera plutôt bien placé en termes de performance par rapport aux autres. Et ce temps de construction de l'outil en récupérant des bibliothèques, dans des bibliothèques qui sont sur étagère, donc il faut une infrastructure qui soit évidemment bien structurée, est négligeable par rapport au temps de calcul qu'on économise, puisque là, il y a parfois le polyorb sur 25 threads, on avait beau être sur un cluster de 15 machines, il y avait quand même 2 jours de calcul. Donc c'était quand même pas mal. Alors, oui. Ah, quand même, ça marche en temps. Alors oui, en fait, c'est important. Je vous ai parlé là de l'étude de la chasse dans l'Est Cameroun. Je l'aime bien celle-là parce qu'un jour, c'est un étudiant africain qui travaillait avec, à l'époque, ça s'appelait encore l'IRD. Et en fait, il voulait s'intéresser à des tendances de politique de chasse au céphalophe bleu, qui est une espèce d'antilope qui est haute comme ça, paraît-il. Je l'ai appris ce jour-là, rassurez-vous. Et en fait, ça a amorcé chez nous une façon de travailler qui a pas mal changé et qui, avec le recul, presque 15 ans après, je trouve extrêmement efficace. On a ce que j'appelle les fabricants d'outils, donc c'est ceux qui font les outils, mais qui font aussi l'algorithmique qui va derrière. Et puis, il y a des études de cas qui débarquent à travers des collaborations comme celle-là, et celle-là, c'était la première. Et puis, nos développeurs d'outils qui s'intéressent à l'étude de cas se transforment automatiquement en destructeurs d'outils. Parce que je peux vous dire que cette étude de cas, elle avait fait mal à nos outils d'époque. L'idée, c'est effectivement d'avoir cette espèce de cercle vertueux qui fait que, effectivement, on arrive à progresser en comprenant pourquoi, dans telle et telle situation, eh bien, les problèmes fonctionnent pas. Par exemple, le langage de vérification dont je vous ai parlé, il doit beaucoup à l'analyse de la régularité dans les systèmes répartis. Dans les systèmes pair à pair, on a une très très grande régularité qui nous permet ce qu'on appelle des choses comme des pliages récursifs. Alors, si j'applique ça à un problème régulier, c'est le problème d'idées des philosophes, où vous avez une philosophe autour d'une table, chacun avec 2 fourchettes, et puis il faut qu'ils prennent 2 fourchettes. Évidemment, si tout le monde prend la fourchette gauche de manière simultanée, personne ne peut prendre l'autre fourchette. Évidemment, comme les philosophes sont tous très orgueilleux, aucun ne va relâcher la fourchette, donc ils vont tous mourir de faim. Donc, c'est un problème qui est très régulier. Vous pouvez le prendre avec une réduction d'un facteur linéaire, mais vous pouvez aussi avoir un facteur de réduction logarithmique en pliant votre table, en disant que la table de philosophe, c'est pas un philosophe répété n fois, mais c'est 2 demi-tables de philosophes. La demi-table de philosophe, c'est 2 quarts de table de philosophe, etc., etc. Et vous avez ce qu'on appelle le pliage récursif, et ça, c'est une technique de réduction, mais qui a détruit absolument tout. Par exemple, sur le problème des philosophes, on a les outils qui vont le plus loin. Et on ne sait même pas dire combien d'états ils arrivent à gérer, puisqu'on fait sauter les bibliothèques Big Numbers de C++ avant d'arriver à la limite de la mémoire. Voilà. Donc évidemment, en quelques minutes, parce que du coup, vous calculez quasiment rien. Vous calculez sur la profondeur qui est réduite d'un facteur logarithmique. Donc vous avez des tables. Évidemment, c'est un problème, je qualifierais d'universitaire, parce qu'une table de 2 puissance 10 000 philosophes, ça n'a quand même pas beaucoup d'intérêt, même si c'est intéressant de savoir qu'on peut la gérer. Donc, COSI-VERIF, je vous rappelle, c'est un logiciel libre. C'est un logiciel libre qui est utilisable donc comme vous voulez. Derrière, vous avez des gens qui ont l'expertise de ces techniques, parce que souvent, ce sont les découvreurs de ces techniques, ou en tout cas, ils ont contribué à les développer. Et effectivement, on peut se trouver dans une situation où ça peut être quelque chose d'utile pour des problèmes que l'on ne sait pas encore résoudre. Ben voilà, je ne sais pas si je suis dans les temps.